Listen Your Radio. Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets. Et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. Parmi les étrangetés que le Québec propose pour un immigrant français comme moi, il y a cette incroyable attraction, pour ne pas dire cette fascination, pour la Côte-Nord. Alors je m'explique. En France aussi, on aime le Nord. Mais si on est honnête, et globalement dans ce balado on essaye de l'être, quand arrive le temps des vacances, la majeure partie des Français rêvent plutôt des paysages méditerranéens, de la côte basque ou des Alpes. Alors bien sûr, il y a des exceptions, inutile de m'inonder de messages pour me rappeler combien les Vosges sont belles, et à quel point la Normandie est attrayante. Toute l'année, je le sais, et en plus vous savez quoi ? Je suis d'accord avec vous. N'empêche que, pour vous donner une image, l'été venu, on pense plus à Saint-Trope qu'à Épinal. Image, Épinal, vous l'avez ? Bon, ok. Mais au Québec, c'est la Côte-Nord qui attire. Et visiblement, il y a de quoi faire car ceux qui y vont ne se contentent pas d'y passer comme ça en coup de vent à l'improviste. Ils y passent tout leur été et en général, ils programment aussitôt d'y revenir l'année suivante. Et ouais, on l'oublie souvent, mais il n'y a pas que Québec et Montréal au Québec. Alors pour nous rafraîchir la mémoire, j'ai invité Paul Lavoie, qui est directeur général de Tourisme Côte-Nord. Bonjour Paul. Bonjour Jean-Michel. Pleine forme ? Oui, on peut dire ça après des vacances qui m'ont permis de connaître les affres de la COVID enfin, ou dis-je avec ironie, mais maintenant de retour au travail et prêt plus que jamais à vendre la Côte-Nord. Eh ben, parfait, mais déjà, on le sait un truc, la Covid est aussi arrivée jusqu'en Côte-Nord. Bon, on Oui. casse un mythe, hein. Si des fois ceux qui nous écoutent pensaient qu'il y avait un microclimat aussi sanitaire, non. Malheureusement, ça le fait pas. Ceci dit, je parlais de microclimat. Il fait comment aujourd'hui en Côte-Nord ? On enregistre, il est le 30 août. C'est beau ? Aujourd'hui, c'est un petit peu plus frais que depuis le début de la semaine. On est à peu près à 22 degrés. C'est nuageux et relativement humide, mais on a quand même eu des températures assez élevées pour la région. Ceci dit, on parlait de 29 degrés pendant quelques jours, mais de façon générale, à partir du mois de juillet, on est plus dans les 25. Je vous dirais que pour l'été, le 25, c'est une température qui est normale pour la Côte-Nord. Je dirais, pour être plus précis, pour une grande partie de la Côte-Nord, parce qu'on est quand même sur 1300 kilomètres de littoral et presque autant du nord au sud. Donc, là où il va faire, par exemple, 25 degrés à Sept-Îles, si on se déplace vers Fermont ou Shefferville, qui sont vraiment au nord, là, on va plus être dans des températures de 19 ou 20 degrés. Même chose à Blanc-Sablon. Pour vous faire une image, Blanc-Sablon, on est à 30 kilomètres de l'île de Terre-Neuve. Donc là, on est plus dans le froid un petit peu, fait que ça va être des 21, 22 là, qui vont être des températures estivales. Bon, ça va, des températures tout à fait raisonnables. Mais alors, pour donner un ordre de grandeur à ceux qui nous écoutent, bon, on a compris que c'était grand, là, la Côte-Nord. Mais imaginons, je suis sur la base sud de la Côte-Nord, je veux aller au point le plus lointain, et j'ai ma petite voiture, je vais mettre à peu près combien de temps pour faire le trajet ? Eh bien, ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous ne pourrez pas le faire. Ok, merci. C'était la fin de cette émission. Passez une excellente journée. À bientôt. Au revoir. C'est une des particularités du territoire parce que par le littoral, on a environ là, de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon, c'est environ 1300 kilomètres de littoral. Cependant, une des particularités, c'est que il y a encore dans le secteur qu'on appelle la Basse-Côte-Nord, il y a encore une section d'environ, je dirais à peu près 350 kilomètres où il n'y a pas de route.
Donc, on s'en va vers l'est jusqu'au village de Kegaska, qui est l'entrée de la basse Côte-Nord. Et ensuite, les déplacements se font essentiellement par avion, par bateau ou l'hiver par motoneige, ce qu'on appelle la route blanche, qui est vraiment le meilleur moyen de déplacement pour la basse Côte-Nord. Mais si on fait le tour par la route 389 qui nous amène de Bécomo jusqu'à Fermont et ensuite par le Labrador, la route 500, la route 510, on peut rallier Blanc-Sablon, qui est l'extrémité est de la Côte-Nord, en passant par le Labrador, et de là faire ce qu'on appelle la route panoramique de la Chicoutée, qui est à peu près 75 km vers l'ouest, qui nous amène au village de Vieux-Fort. Donc, la fameuse route, en fait, est coupée à partir de Kegaska jusqu'à Vieux-Fort, et il y a encore une section donc de quelques centaines de kilomètres où il n'y a pas de route. Il y a des travaux en cours pour la faire avancer, mais vraiment, là, on a des sections qui sont pas encore accessibles. Et la fameuse route 138, c'est vraiment, je vais utiliser le terme en anglais, un work in progress. Je crois pas que peu de gens le savent, mais l'homme s'est rendu en fusée sur la Lune 6 ans avant de se rendre à Havre-Saint-Pierre en camionnette. La route 138 a été allongée jusqu'à Havre-Saint-Pierre en 1976 et on parle de la fin des années 80 pour le secteur de Natashquan. Donc vraiment, c'est une des particularités de la Côte-Nord, mais tu sais, ce que ça apporte aussi, ce qui est particulier, c'est qu'il y a beaucoup un côté culturel et même des accents qui sont encore vraiment très particuliers parce que c'est des communautés qui sont restées isolées pendant très longtemps. Donc, si on s'en va en Basse-Côte-Nord et en Mingani, on va trouver les mêmes accents que les premiers habitants qui sont arrivés là il y a environ 150 ans parlaient, tandis que dans les autres régions, ben, évidemment, il y a une mixité qui s'est créée. Ces vieux accents-là se sont perdus. Fait que ce côté-là donne quand même une particularité vraiment unique à la Côte-Nord. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'homme prévoit de retourner sur la Lune d'ici 2-3 ans, donc on va peut-être avoir des nouveaux territoires accessibles d'ici une dizaine d'années en Côte-Nord. Tout à fait. Tout n'est pas tout perdu. Et si vous venez au Québec et que vous arrivez à Montréal, que vous trouvez que l'accent est un petit peu pas facile à comprendre et qu'au bout de 2 semaines, vous l'avez à peu près assimilé, ben, allez en Côte-Nord, les amis, et vous repartirez de zéro. Qu'est-ce qui explique que la Côte-Nord soit autant à la mode? J'allais dire, c'est the place to be, pour moi aussi parler en bon québécois anglophone. Qu'est-ce qui explique que tout le monde, tous les Québécois, veulent aller en Côte-Nord, et pas que l'été d'ailleurs? Ben, prenons l'été et l'hiver là à part. L'hiver, en fait, c'est que c'est une région qui est très nordique et on est, je dois dire malheureusement là, ou heureusement pour l'industrie touristique, une des régions où il y a encore de la neige en hiver, avec nos voisins, par exemple, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais on a des secteurs comme, par exemple, dans les Monts Gros, qui sont vraiment au nord. On a des chutes de quoi peut-être 12 à 20 mètres de neige là, par année encore dans ces secteurs-là. Et on a de nombreux secteurs, comme par exemple la Basse-Côte-Nord, justement, où on peut faire la fameuse route blanche, qui est un produit de réputation internationale, où on peut rouler en motoneige, par exemple, de Natashquan jusqu'à Blanc-Sablon, et vraiment voir le mode de vie des gens de la Basse-Côte-Nord. Fait que c'est vraiment un produit qui est très, très fort pour la Côte-Nord. On est une région nordique d'abord et avant tout. Mais pour l'été, je dirais que les gens ont découvert la Côte-Nord principalement au Québec avec la pandémie. Parce qu'on avait évidemment une réputation à l'international avec le secteur de Tadoussac, qui est un des meilleurs endroits au monde pour voir les mammifères marins, les baleines et tout ça. Mais avec la pandémie, avec les restrictions, même au Québec, on a eu des interdictions de circuler entre les régions administratives. Donc, les gens, à un moment donné, ont vraiment eu besoin d'espace. Et Dieu sait que sur la Côte-Nord, on en a de l'espace. Pour vous dire, on a une densité, c'est 0,4 personnes au kilomètre carré, la densité de population sur la Côte-Nord. Mais pour vous donner l'image, c'est à peu près 300 000 kilomètres carrés, la Côte-Nord. C'est à quelques centaines de kilomètres près, c'est la superficie de l'Italie. Puis il y a 91 000 personnes sur le territoire. Donc, on n'est pas à la même densité de population que l'Italie.
Effectivement, c'est pas violent. Je reviens juste, tu disais, parce qu'il faut quand même préciser, l'hiver, on est l'un des rares endroits où il y a encore de la neige. Oui. C'est toute proportion gardée, parce que tu dis ça à un Français qui a découvert le Québec il y a 2 ans et qui passe ses hivers à pelleter la neige, alors que moi j'habite sur Montréal. Oui, oui, oui. Il y a de la neige aussi à Montréal, à Québec, partout. Hein. C'est que lui, Paul, lui, de la neige, c'est 12-20 mètres. Hein, vous avez entendu. C'est, c'est- Effectivement, c'est une précision qui est importante parce qu'effectivement, pour faire des activités comme par exemple la motoneige, on peut pas faire ça avec le genre de précipitation qu'il y a à Montréal. Quoique, je veux dire, ayant moi-même habité à Montréal, c'est pas plus le fun de ramasser la neige. Une des particularités de la Côte-Nord, c'est que notre neige est blanche, contrairement à beaucoup de régions dans le sud, mais c'est que dans le fond, pour plusieurs activités hivernales, ça prend une grande quantité de neige et nous, on l'a encore. Fait que mais la précision effectivement est très importante. Et pour revenir vraiment à ce qui nous distingue l'été, je pense que c'est les gens avaient besoin de grands espaces et c'est ce qu'on a présenté à ce moment-là, un peu de la façon dont je viens de le faire. Puis on a réussi un bon coup aussi au niveau du marketing en appuyant le message de la santé publique. C'est là où on a bien pensé à notre chose. C'est qu'on a fait le guide nord-côtier de la distanciation sociale en présentant des éléments de la Côte-Nord pour expliquer c'était quoi 2 mètres. Donc, on parlait de Natashquan en disant que on suggérait aux gens de se tenir à l'équivalent de 2 Gilles Vigneault de distance les uns des autres, Gilles Vigneault étant un poète extrêmement connu au Québec, ou par exemple de se tenir pour les gens de Fermont, à un petit boc de distance, un petit boc étant l'appellation pour un orignal, ou à 7 crevettes de cette île. Donc, fait, ça a vraiment créé un buzz. Ça a même été traduit en mandarin. Ça s'est rendu en Chine, cette campagne-là, qui a été 100% organique. Et les gens, à ce moment-là, se sont tournés vers la Côte-Nord et ont vu justement les grands espaces, des endroits où, par exemple, moi j'habite à cette île, sur une des plages de cette île, on pourrait être 5000 puis pas encore être près les uns des autres. Une petite plage sur la Côte-Nord, ça fait 5 ou 6 kilomètres, puis on en a qui font 30 kilomètres de long. Donc, je pense que les gens avaient un appétit pour les grands espaces, la nature à perte de vue, et c'est ça qu'on leur a offert. Donc là, les gens sont venus et ont découvert qu'en fait, la Côte-Nord avait c'était beaucoup plus, par exemple, que le secteur de Tadoussac, parce qu'évidemment, c'est très beau, mais il y a plus que ça. Fait que les gens ont entré dans le territoire et là, vraiment, ont vu là, tout ce qu'il y avait à voir, là, dont la Mingani, le nord, le secteur de Bécomo. Fait que je pense que vraiment, c'est ça, c'est un appétit pour la nature à perte de vue, puis qu'après ça, les gens nous ont découvert comme ça. Un peu, faut le dire, à cause de la pandémie. Ouais, moi c'est aussi le sentiment que j'avais pour en avoir discuté un petit peu avec mes amis. Puis je suis quand même arrivé au Québec à ce moment-là. Et effectivement, jusqu'ici, j'ai l'impression que, un peu comme je le disais dans l'introduction, de manière ironique, mais c'était le cas aussi ici. L'été, allez, on allait plutôt dans le sud. Eh ben, quand on habite Montréal ou Québec, le sud, grosso modo, c'est les États-Unis. Je le dis souvent, mais moi, la frontière est à 30 kilomètres de chez moi. Et évidemment, il y a la Floride éventuellement. Mais il y a déjà de quoi faire avant d'aller jusqu'en Floride. Sauf que là, les frontières étaient fermées et bien obligés de rester au Québec. Et effectivement, les Québécois, me semble-t-il, ont redécouvert leur pays, Oui. et alors, notamment la Côte-Nord. Et ça a vraiment fait une hype. Alors ceci dit, je veux quand même revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que dans les exemples que tu as donnés, tu as dit les personnes doivent se tenir à un boc de distance, donc un orignal, et après tu as dit 7 crevettes. Oui. Elles font quelle taille les crevettes dans la Côte-Nord? Parce que pour faire 7 crevettes avec faire un orignal avec 7 crevettes, Bon, faut qu'elle soit mouse costaud quand même, la crevette. faut se rappeler que ça demeurait une campagne humoristique, donc Ah bah oui. on y a mis un petit peu d'une autre là-dedans, évidemment. Mais c'est bon, les crevettes, évidemment, c'est la Côte-Nord est une région en grande partie maritime. On a une bonne portion forestière, mais c'est en grande partie maritime. Donc, tout ce qui est fruits de mer, la crevette est
est un emblème. D'ailleurs, les fameuses crevettes de Matane viennent en fait de cette île. Elles sont pêchées à cette île et transformées à Matane. J'arrête pas, je le dis sur toutes les tribunes. C'est pour ça qu'on parle plus de crevettes nordiques. On aime mieux dire ça comme ça. Mais dans le fond, le crabe, le homard, les pétoncles, c'est toutes des choses qu'on a en abondance sur la Côte-Nord. Et donc, on a cherché ces emblèmes-là pour représenter à la sauce Côte-Nord, dans le fond, toutes les possibilités. On parlait je pense on avait parlé de tisane à la chicoutée, de marsouin, de beluga, en tout cas un peu tout ce qu'on trouvait là, qui pouvait nous faire penser à certains villages de la Côte-Nord. Puis ça a vraiment très bien fonctionné. Les gens ont accroché, puis sont venus voir justement. Bon, comme tu dis, les crevettes sont-elles aussi grosses que ça? Non, mais c'est pas grave. Une fois qu'elles étaient rendues, Une fois que t'es rendu, on on va t'en mettre un peu plus dans ton assiette. Restons dans l'univers marin. L'un des gros attraits, tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure quand tu présentais le vaste territoire de la Côte-Nord, et les baleines. Tadoussac est mondialement réputé pour les baleines. Oui. C'est vraiment le point d'intérêt principal ou non, au contraire, j'allais dire le point d'entrée sur la Côte-Nord? Ben, c'est la porte d'entrée principale et effectivement, pour l'observation des mammifères marins, Tadoussac, c'est un haut lieu mondial. Il y a aussi des entreprises dans les deux villages qui suivent Tadoussac, c'est-à-dire Bergeronne et les Escoumins. Les Escoumins, là-dedans, j'inclus la communauté Innu de Espit, où il y a une assez grande entreprise touristique qui fait notamment de la visite aux baleines. Mais ce secteur-là en particulier, en fait, c'est un point de convergence de courants marins qui amène la nourriture qui est recherchée par les baleines, essentiellement dans ce coin-là. Et donc, on part d'une fosse marine qui part en fait de l'île d'Anticosti et qui longe la côte pour se rendre jusqu'au Saguenay, où le courant du Saguenay, dans le fond, repousse cette nourriture-là plus vers la surface. Et donc, ça crée vraiment un espèce de tourbillon marin dans lequel les baleines vont se nourrir avec les quantités phénoménales de nourriture qui se retrouvent là. Donc, vraiment, chaque année, on va les voir là, dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment la concentration de mammifères marins dans le secteur qui fait que c'est aussi facile de les observer. Cependant, il faut dire que des baleines, partout sur le littoral de la Côte-Nord, on va en voir. Moi, je suis un kayakiste d'expédition. J'ai pagayé, pour te donner l'image, en fait, j'ai fait toute la côte de Montréal jusqu'à Blanc-Sablon sur différentes expéditions. Donc, je peux te confirmer qu'à partir du secteur de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon et même à Anticosti, des baleines, on va en voir beaucoup. Mais la plus grande concentration, c'est vraiment dans le secteur qui est situé entre Tadoussac et les Escoumins. On va les voir évidemment en bateau, mais on peut en voir directement de la berge. À Bergeronne, il y a des gens qui s'assoient sur les rochers avec une chaise de pique-nique puis regardent les baleines passer. Là, c'est vraiment, c'est assez extraordinaire. Et moi, je me fais toujours la réflexion de me dire, il y a des gens qui finissent par être blasés de voir ça. Ça, à force d'en voir, moi, ça fait plusieurs années que j'habite sur la Côte-Nord, puis il n'y a pas un moment où je vis pas un émerveillement de voir ces animaux-là. C'est absolument incroyable. Concentration de baleines, mais aussi une concentration de touristes. Ça nuit pas aux baleines? C'est évidemment, il y a toujours cette question-là qu'on se pose. Il y a de nombreuses réglementations qui sont mises en place. Les entreprises qui vivent de ça respectent très largement la réglementation. On parle sur certaines espèces, on parle d'une distance minimale de 400 mètres avec l'animal. Il y en a qui sont un petit peu moins en danger, là, comme par exemple le Orcalabos. On va parler, si je me rappelle bien, je vous dis ça de mémoire, de 200 mètres de distance. Après ça, tu sais, bon, il y a des comportements individuels de certaines personnes, tu sais, qui sont plus durs à contrôler. Mais on commence à voir aussi par contre des entreprises qui vont adopter par elles-mêmes certaines pratiques différentes. Comme on a une entreprise cet été qui fait justement des sorties aux baleines, qui a converti ses moteurs à essence en moteurs électriques. Donc, beaucoup moins de bruit pour l'animal. Fait que, tu sais, on voit vraiment une évolution. Je pense que les gens sont conscients justement du côté précieux de
je vais appeler ça une ressource là, à défaut d'un autre terme, parce que c'est une ressource économique, mais c'est une ressource qui est fragile, qui est affectée aussi par les changements climatiques. On le voit au niveau de leur comportement. Fait qu'on on sent que les entreprises sont en train de s'adapter. Ceci étant dit, j'ai moi-même déjà été critiqué pour des photos que j'ai mis sur les réseaux sociaux à grande proximité, par exemple, avec des belugas. Quand j'étais en kayak, il y a une chose sur laquelle on n'a pas beaucoup de contrôle, surtout quand on est dans des embarcations qui sont propulsées par notre propre énergie. Les baleines sont des animaux sociaux extrêmement intelligents et quand ils nous aperçoivent, ils viennent nous voir. Et ça, je dois te dire que la première fois que ça m'est arrivé, j'étais dans le fjord du Saguenay, dans le secteur de Sacré-Cœur, qui fait aussi partie de la Côte-Nord. On a à peu près 30 kilomètres du fjord du Saguenay sur la Côte-Nord. Et j'ai une famille de belugas, un mâle, une femelle, un veau, qui se sont mis dans le fond à me suivre en kayak. Et quand ils passaient sous mon embarcation, ils se tournaient sur le côté pour me regarder dans les yeux. Et c'est bon, c'est arrivé en 2009, j'en parle, j'ai encore de l'émotion Oui, je le vois. à ressentir ça. C'est comme si on entrait en contact avec un monde qu'on ne soupçonnait pas. Et on voit dans les yeux de ces animaux-là l'intelligence, une sorte d'émotion un peu primaire avec laquelle on est capable d'entrer en contact. Et c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. De voir, c'est difficile à décrire, c'est des émotions qu'on peut seulement vivre en le vivant, en fait, en voyant ça. Là. Je le savais pour les dauphins, donc pour les belugas aussi. Je le savais parce que mon frère a, pendant de nombreuses années, été militaire dans la marine nationale en France. Donc il était embarqué sur des bateaux qui n'étaient pas du tout des bateaux de pêche, hein, sur lesquels on pouvait éventuellement espérer récupérer des poissons, des choses comme ça. C'était des bateaux militaires. Et il me disait, dès qu'on quitte le port et qu'on prend un petit peu de large, on avait toujours des dauphins qui venaient et qui nous accompagnaient assez loin et tout, presque pour jouer. Enfin voilà, on les voyait pour jouer. C'est vrai que c'est des animaux, mais les baleines aussi sont comme ça? Ben, je pense que les plus grosses baleines, peut-être pas nécessairement, sont là. Évidemment, je suis pas un expert en comportement animal, mais moi, si je parle de mes expériences en particulier, j'ai eu des contacts de très près avec des rorquals à bosse, avec des petits rorquals puis je sais qu'ils faisaient un détour pour s'approcher de moi. Parce que je les voyais sortir à quelques centaines de mètres et tout d'un coup, ils sortaient. Il y en a une fois dans le secteur d'Equanichit. Si j'avais pas été concentré, je lui aurais donné un coup de pagaie sans faire attention tellement elle a sorti proche. Donc vraiment, il y a une curiosité, je dirais, pour les êtres humains, pour voir un peu ce qui se passe. Ce sont des animaux qui se tiennent en groupe, qui sont grégaires. Fait que je pense qu'il y a un désir de rapprochement ou de curiosité là, avec lesquels, surtout peut-être pour les embarcations qui font pas de bruit. Mais encore là, si on prend par exemple les bateaux qui sortent pour faire des sorties aux baleines, les animaux ne se sauvent pas là, de ces embarcations-là. C'est très, très, très facile d'aller en apercevoir. Fait que je pense il y a une curiosité, un contact qui recherche. Évidemment, on est à 1000 lieues de comprendre complètement les comportements de ces animaux magnifiques-là. T'sais, moi, ce que j'interprétais comme un moment magique, peut-être qu'eux autres étaient en train d'essayer de me faire comprendre que je les dérangeais. C'est pas totalement impossible, mais bon. C'est ça, mais quoi qu'il en soit, c'est ça. On a régulièrement des contacts d'assez proches. J'ai même un petit rorqual il y a 3 ans qui a passé à quelques pieds devant moi quand je faisais de la plongée en apnée en Mingani. Ça, c'est impressionnant, là, vraiment. Là, une bête on parle d'à peu près 12 mètres de long qui a nagé là, à peut-être 3 mètres en avant de moi. Là, Ah oui. Oui, Ah oui, c'est impressionnant. Oh oui, vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Puis, mais c'est une fois qu'on s'est remis de la petite émotion de départ, là, parce qu'évidemment, sur le coup, j'ai peut-être avalé un gallon d'eau. Mais après ça, je me suis dit, mais mon Dieu, ce que je viens de vivre là, je vivrai plus jamais ça dans ma vie. Là. C'est absolument exceptionnel. Puis, ce que j'ai vu aussi, c'est que les baleines font attention à nous. Tu sais, ça va arriver parfois qu'il va y avoir un contact accidentel, par exemple, avec un kayak, mais c'est des maladresses. C'est vrai, c'est vraiment ça, parce qu'ils
ce sont des animaux qui sont énormes, puis évidemment vont donner peut-être un coup de queue un peu maladroit ou des trucs comme ça, mais ils passent trop près de nous parfois pour que ce soit pas calculé. C'est vraiment là, c'est absolument extraordinaire. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, juste des baleines. Je vois, mais ce que je te propose, c'est qu'on fasse exactement comme les baleines, c'est-à-dire qu'on arrive par la mer sur la côte nord, et que maintenant, contrairement aux baleines, nous, on continue un petit peu, un petit peu sur les terres, Tout à bien fait. compris que la mer, c'est le point d'entrée, et bon, c'est le truc le plus connu, c'est le truc à faire, mais il n'y a pas que ça dans Ouais. la côte nord. Tu l'as dit, c'est absolument énorme. Moi, j'ai vu dans une émission de télévision hier soir qui était consacrée à la côte nord quelques paysages. Alors, il y a bien un S à paysage et on pourrait en mettre plusieurs. Oui. En quelques secondes, c'est absolument fou ce qu'on peut voir. C'est quoi les gros points d'intérêt, j'allais dire géographique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, pour toi de la côte nord. Une fois que j'ai fait Tadoussac et les baleines, tu me conseilles quoi? En fait, ça dépendrait de t'es à la recherche de quoi, parce qu'il faut bien comprendre, tantôt on a parlé de la superficie de la Côte-Nord. Si on le divise, la Côte-Nord, c'est 6 municipalités régionales de comté, ce qu'on appelle les MRC, et chacune, en fait, est complètement différente à cause de la latitude à laquelle on va se retrouver. Le secteur de Tadoussac, qu'on appelle la Haute-Côte-Nord, c'est un endroit où il va y avoir beaucoup de feuillus, par exemple. Il y a des terres agricoles, chose qu'on verra évidemment pas du tout quelques centaines de kilomètres plus loin. Et si on va, par exemple, au nord, à Fermont, ben là, on est dans la toundra, là, on est dans des paysages un peu décharnés où il y a pas beaucoup d'arbres. La Mingani aussi, en Mingani, parfois, on a l'impression d'être dans de la taïga, mais c'est en fait d'immenses milieux humides dans lesquels on va trouver des petits fruits qui existent à peu près seulement dans ces endroits-là. Mais si on nomme quelques endroits, mettons dans du patrimoine bâti, commençons par ça, il y a le barrage hydroélectrique Manic 5. Qui est situé à quoi, à peu près 300 kilomètres, 3 heures de route, mettons, au nord de Bécomo. C'est un ouvrage d'ingénierie humaine qui est absolument incroyable. Je l'ai encore vu cet été pendant mes vacances. Quand on se retrouve devant ça, on peut pas faire autrement que de se trouver minuscule. C'est quoi? C'est à peu près, je pense, c'est 15% de l'électricité du Québec qui passe, dans le fond, qui est produit par ce Sur barrage. un barrage? Oui, oui, c'est peut-être un petit peu moins que ça, là, mais c'est un barrage qui est immense, là. C'est absolument incroyable. Euh, on va avoir par exemple certains attraits comme dans une ville comme Bécomo, qui est relativement petite. On parle de, si je me rappelle bien, 21 000 habitants. Bécomo a été essentiellement créé pour l'industrie forestière. C'est le colonel McCormick qui venait de Chicago, qui était d'ailleurs propriétaire d'un journal à Chicago, qui a fondé Bécomo pour la Coupe du Bois. Et en partie en hommage à son épouse, puis évidemment, ses ouvriers étaient des Canadiens français catholiques. Il a fait créer l'église Sainte-Amélie, mais étant donné qu'il était immensément riche, c'est un artiste qui travaillait sur des églises en Europe qui est venu faire les vitraux à l'église Sainte-Amélie, et on a l'impression, on a des airs parfois d'Espagne ou de France quand on entre dans cette église-là, mais en même temps, tous les vitraux sont à l'effigie de personnages qui ont été importants dans sa vie, mais avec un style artistique qu'on va retrouver là, dans les vieux pays. Fait qu'il y a vraiment des ouvrages qui sont impressionnants. Ensuite, si on y va sur des incontournables, j'y vais sur certains. L'île d'Anticosti, c'est quelque chose qu'il faut voir une fois dans sa vie. Je suis catégorique vraiment là-dessus. C'est un endroit, en fait, qui est difficile à décrire parce que c'est tellement de choses en même temps. Anticosti, on est dans un mouvement de candidature pour l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, Anticosti, parce que c'est un des meilleurs endroits au monde pour voir les vestiges de la première extinction de masse. Les fossiles de cette époque-là sont extrêmement faciles à voir. Il y a toutes sortes de structures. C'est des rivières à saumon
avec des eaux cristallines absolument incroyables parce que c'est des fonds de rivière qui sont calcaires, donc on a l'impression de voir du cristal liquide couler vers la mer. Et c'est aussi c'est le produit d'une certaine, je vais utiliser le terme terraformation, mais d'un riche français là, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui est Henri Meunier. En France, il y a encore, je crois, le chocolat Meunier. Oui, bien sûr. Le Henri Meunier de cette famille de chocolatiers-là avait acheté l'île d'Anticosti et en avait fait en quelque part sa principauté. Et les gens de l'île d'Anticosti qui habitaient là-bas, en fait, étaient probablement les personnes les mieux nourries de la Côte-Nord, mais en échange, travaillaient exclusivement pour Henri Meunier. Et lui, comme c'était un peu son centre de villégiature privée, a introduit le cerf de Virginie dans l'île, qui C'est était lui. absolument pas un animal qui était là de façon naturelle, mais c'était pour chasser avec ses amis quand il allait là. Et maintenant, le cerf de Virginie, c'est la marque de commerce de l'île d'Anticosti. La CEPAC possède la plus grande pourvoirie du monde sur l'île d'Anticosti. On parle de 6000 km², un peu plus, essentiellement basé sur le cerf de Virginie. Et si on va dans le village de Port-Meunier en tant que tel, il y a une petite communauté de cerfs de Virginie qui vivent en liberté dans le village, tout simplement. C'est l'équivalent des animaux domestiques. Je dis souvent, on se croirait dans un dessin animé de Disney quand on arrive à Port-Meunier, parce qu'on voit des petits-enfants de 3 ans en train de jouer avec un mâle avec son gros panache, mais tu sais, Ouais, c'est vraiment comme en impressionnant train en plus, de jouer. un cerf de Virginie. C'est. Ben oui, mais les cerfs de l'île d'Anticosti, à cause du climat beaucoup plus rigoureux et de la nourriture qui est en fait assez pauvre en nutriments, sont presque devenus une espèce à part entière parce qu'ils sont plus petits, plus courts sur pattes et plus trapus que ce qu'on va voir par exemple en Montérégie, où là on a des bêtes qui sont beaucoup plus hautes et élancées. C'est vraiment très différent, mais moi j'ai une image qui m'est toujours restée en tête. Je suis arrivé à l'auberge à Port-Meunier, puis de l'autre côté de la rue, il y avait un petit gars d'à peu près 3 ans qui était en train de donner une carotte à un mâle avec son gros panache, puis il y avait un renard roux assis à côté d'eux qui regardait ça comme si de rien n'était. Je me suis dit, mon Dieu, mais je suis dans un film de Disney. Mais pour ça aussi, par exemple, les habitants de Port-Meunier ont décidé par eux-mêmes, dans le fond, les chiens sont interdits sur l'île. On ne peut pas posséder un chien justement pour pas qui cause de dommages là, aux animaux qui vivent dans le village. Donc, on veut entretenir ce caractère-là qui est unique. Là, je parle évidemment là, des cerfs de Virginie, mais il y a la chute vauréale à Anticosti, c'est quelque chose qui ressemble, je vous dirais, l'image qui pourrait nous frapper, ça ressemble un peu au Grand Canyon. Qu'on voit souvent aux États-Unis, c'est une chute qui est absolument immense au bout d'un canyon. Ensuite, si on prend des incontournables, en Mingani, l'archipel des îles Mingan. C'est quelque chose que tu as vu d'ailleurs dans l'émission dont tu parlais tout à l'heure. C'est aussi des formations calcaires, les îles Mingan. Donc, on a d'immenses monolithes qui font peut-être 10 à 12 mètres de haut pour certains, qui sont formés essentiellement par l'érosion des sols. Et c'est des aires qui sont aménagées et protégées par Canada, donc qui sont accessibles aussi par voie maritime. Il y a certaines îles sur lesquelles on peut aller coucher. Fait que c'est vraiment des expériences qui sont extraordinaires. Et je vous dirais aussi la Basse-Côte-Nord, dans son ensemble, c'est un territoire, parce que c'est un territoire qui est encore sauvage. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de villages pour lesquels il n'y a pas de route pour se rendre. Donc, le rythme de vie, quand on parle avec quelqu'un qui vient de la Basse-Côte-Nord, c'est comme si on avait un certain retour, je ne sais pas, peut-être en 1950, parce que les gens de la Basse-Côte-Nord vivent au rythme des saisons et vivent au rythme des marées, tout simplement, parce que c'est la mer qui décide s'ils vont sortir en mer, c'est la neige qui va décider s'ils peuvent sortir de chez eux. Puis donc le rythme est complètement différent de ce qu'on va voir. Puis ce qui est particulier aussi en Basse-Côte-Nord, c'est que à part un village qui était à la Baleine, c'est toutes des communautés anglophones. Parce que ça, c'est une autre des particularités de la Côte-Nord. Évidemment, le Québec est très largement
de langue maternelle francophone, disons, mais sur la Côte-Nord, on a évidemment de nombreux francophones, mais on va avoir beaucoup de gens aussi dont la langue maternelle est l'innu. On a une communauté de langue maternelle Naskapi, et principalement en Basse-Côte-Nord, on a des gens qui sont des anglophones, des unilingues anglophones. C'est une autre Ah de nos oui, ça, particularités. j'étais persuadé que les anglophones, on les trouvait que sur l'île de Montréal, Non, pour faire court. Ou dans non, des non, communautés autochtones, où effectivement, je sais que souvent, c'est la langue autochtone qui est parlée, plus ou moins bien oui, d'ailleurs, et l'anglais qui est la langue refuge. Un petit peu, oui. pas chez tout le monde, mais bien souvent. Tout à fait, mais c'est que dans le fond, c'est une autre des particularités, c'est que si on va dans l'est de la Côte-Nord, les villages en Mingani ont été colonisés principalement par des gens qui arrivaient de l'Acadie, après par exemple la déportation, ou par des gens des îles de la Madeleine. Donc, d'où l'accent qui est tellement typique Mhm. des villages de la Mingani. Et si on se reporte plus loin, sur la basse Côte-Nord, c'est des gens du Labrador et de Terre-Neuve, donc des anglophones qui ont colonisé ces villages-là. Fait que vraiment, on a une mixité de culture dans ces secteurs-là. Et bon, évidemment, je m'en voudrais de parler des choses qui sont très typiques de la Côte-Nord, évidemment, sans tout ce qui est relatif aux Inuits. Là, je veux pas nommer une chose en particulier ou un endroit, mais Mhm. c'est une culture, une langue, la Inuit-Aimun. Euh, aussi, juste s'arrêter dans une des communautés, parler avec les gens, aller par exemple la maison de la culture Innu à Equanichit, en Mingani, ou le musée Chapoutoine à Sept-Îles, ou s'arrêter à Espit, parler aux Inuits. Ceci aussi, c'est une expérience. Même, il y a des endroits comme justement la maison de la culture Innu où on va avoir accès à la médecine traditionnelle Innu. Parce que il faut savoir qu'à peu près tout ce qui pousse ou qui vit dans la nature, qu'elle soit nord-côtière ou autre, avait une utilité pour les Inuits de façon traditionnelle. Et là, on est capable de reprendre contact avec cette culture-là, puis de voir comment eux utilisaient la nature pour être capables de survivre dans cet environnement-là qui, bien qu'il était très beau, était extrêmement hostile aussi. Alors, on parle de quoi? 13 000 ans avant que les Européens mettent le pied sur la côte nord. Eux étaient déjà là et survivaient là. Donc, il y a toute une connaissance puis une culture que nous, on n'avait pas et qu'eux avaient, puis que là, ils sont en train, dans le fond, de faire revivre puis de perpétuer. Et les touristes, qu'ils soient québécois ou étrangers, sont accueillis comment? Je veux dire, en dehors des lieux touristiques qui sont faits pour ça, des musées, des choses comme ça et tout, mais ouais, c'est la question que je voulais te poser, c'est comment, comment est la population euh, et comment elle aborde justement cette dynamique, cette hype autour de la côte nord et tous ces gens qui viennent la visiter pendant quelques semaines, quelques jours. Euh, le contact se fait facilement. Je pose la question parce qu'on a beaucoup l'image de quand on est sur des populations un petit peu isolées, comme c'est le cas, de gens renfermés qui vont pas forcément très facilement s'ouvrir. Euh, disons, il y a deux niveaux à la réponse parce que il faut bien comprendre qu'en 2020 en particulier, alors que tout était fermé, et que là, dans le fond, il y a eu une affluence de gens qu'on n'avait jamais vus. C'est certain que pour certaines personnes, ça a pu être un peu envahissant, puis on les comprend. En plus qu'à l'été 2020, on ne comprenait pas encore le virus, on avait tous extrêmement peur, puis là, tout d'un coup, arrive une foule de gens. Ça c'est pas, ça serait exagéré de dire que ça s'est mal passé parce que ça s'est pas mal passé, mais il y a certaines personnes qui justement disaient, bon, là, c'est peut-être un peu too much, là, la quantité de gens, mais de façon générale, en fait, je pense que les Nord-Côtiers ont une certaine simplicité par rapport à eux-mêmes dans la façon de vivre, puis dans la façon d'exister. Puis je pense que dans le fond, les touristes sont pris comme n'importe qui. Un peu, puis moi j'ai jamais vraiment senti ou j'ai pas entendu parler que des gens par exemple avaient été rabroués par des locaux là, comme on va dire. Moi-même,
comme étranger, si je peux utiliser le terme entre guillemets, avant que j'habite sur la Côte-Nord, je faisais des grandes expéditions de kayak et à tout bout de champ, j'aboutissais tout simplement sur le terrain de gens. C'est arrivé, pardon, dans le bout de Bécomo, ça m'est arrivé à Port-Cartier, ça m'est arrivé à d'autres endroits aussi où j'arrivais avec mon kayak sur leur terrain, je leur demandais si ça leur dérangeait que je plante ma tente pour la nuit, puis je me suis jamais fait virer de bord, même qu'il y a des endroits où ça finit où ils me faisaient un lit dans le sous-sol, puis le lendemain, ils me faisaient un déjeuner tellement gros que j'avais de la misère à pagayer le lendemain. Donc, fait que, Ces empêcheurs de pagayer en rond. Ah oui, tout à fait. Puis ben, je les en remercie évidemment. Mais fait que tu sais, je pense qu'il y a il y a cette simplicité-là, cette habitude d'entraide aussi qui caractérise les Nord-Côtiers. Bon, tu sais, ce côté-là a peut-être un peu été le plus difficile justement à cause de l'affluence absolument incroyable qu'on a eue pendant 2 ans, alors que nos infrastructures touristiques n'étaient pas nécessairement prêtes à recevoir autant de gens que ça dans certains coins. Mais de façon générale, je pense que les Nord-Côtiers aiment le monde, en fait. C'est disons, la façon la plus simple de le dire, là, les Nord-Côtiers, c'est des gens simples qui aiment le monde. Et c'est aussi des gens qui aiment beaucoup, beaucoup leur territoire. Dans la fameuse émission auquel on fait référence, j'ai été assez surpris de voir toutes les personnalités qui étaient là, qui sont des personnalités publiques, hein, qui pour la plupart habitent à Montréal, à Québec, voire d'ailleurs pour certains une grande partie de l'année sur la région parisienne. Et elles étaient toutes présentes là, et à chaque fois, c'était des moments très courts où on devait parler de leur enfance ou simplement de leur rapport à la Côte-Nord. Il y avait les yeux qui brillent, à peu près comme toi, Paul, quand tu parlais des baleines tout à l'heure. Il y avait les yeux qui brillent et l'alarme qui était jamais très, 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 très loin de tomber. Il y a un attachement. Les Québécois sont très fiers de leur terre, de leur province et de leur histoire. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc en plus, une dimension affective supérieure qui donnait vraiment envie de venir, en fait. Ben, je suis d'accord. Puis, je pense il faut le vivre. Un peu comme tantôt, tu sais, quand je te parlais des baleines, il y a le côté maritime. La Côte-Nord, c'est une région de forêt et de mer. C'est une région de plage. C'est des choses. Puis je pense que tu sais, ce qu'on voyait dans l'émission, c'est des gens qui se rendaient compte que pendant qu'ils étaient là, ils appréciaient peut-être pas ça à sa juste valeur et après ça, se retrouvent en ville et là, bon, se rendre compte que sur la rue Saint-Laurent, il y en a pas de plage de 12 kilomètres ou fait, tu sais, moi, comprendre ça, ça me fait apprécier encore plus parce que, par exemple, il y a quelques jours, je ramassais des bleuets dans une tourbière à Rivière-au-Tonnerre, c'est une espèce de cap de roche tout près du fleuve. Je marchais dans la tourbière, ça sentait le thé du Labrador, le myrique baumier. J'avais l'air salin du fleuve qui m'emplissait le nez. Des oiseaux un peu partout. Là, je vois une baleine qui sort à quelques centaines de mètres. Je veux dire, c'est des choses dont on prend conscience vraiment, je pense, quand on réalise qu'on peut les perdre ou qu'on les a pas vécues. Et ces gens-là, justement, c'est que ça, je pense que c'est Louis-Jean Cormier qui parlait de la nostalgie. Et justement, là, on voyait l'émotion. C'est l'odeur de la mer, c'est quelque chose qui nous habite jusqu'à la fin de notre vie, une fois qu'on s'est mis à l'aimer. Et je crois que c'est Natacha Canapé-Fontaine, dans les entrevues, qui a dit de l'eau salée dans les veines. Ou c'est Julie Bélanger, je me rappelle pas, mais ça, c'est une phrase d'un poète de Havre-Saint-Pierre qui s'appelle Roland Jonf. Et c'est un petit poème qui avait fait, mais il disait, on dit de ces gens qu'ils ont de l'eau salée dans les veines. Et une fois que tu as connu la mer, tu ne peux plus jamais t'en sortir. C'est vraiment, mais je trouve que ça décrit les nord-côtiers de la portion maritime de la Côte-Nord. C'est la mer habite les nord-côtiers et même s'ils s'en rendent pas compte, toute leur vie tourne autour de la mer. Au printemps, au mois de mai, on va aller au Caplan. Même les gens qui mangent pas de Caplan, moi, le premier, je mange pas de Caplan. Pour information, le Caplan, c'est un petit poisson d'à peu près 10 à 12 cm de long. Mais au mois de mai,
ils se forment en bancs absolument immenses et ils vont frayer sur le bord des plages. Et quand les vagues commencent à les repousser, ça fait vraiment des rouleaux de poissons qui s'échouent sur la plage et c'est la première pêche miraculeuse de l'année. Les gens pêchent avec des chaudières. On n'a pas besoin de canne à pêche, on les ramasse avec des chaudières. Et ça, pour te donner l'idée de comment c'est puissant dans la culture nord-côtière, c'est en 2020, en 2021, l'été, où il y avait le fameux couvre-feu là, qui devait finir au mois de mai. Sur la Côte-Nord, le Caplan a vaincu le couvre-feu. On a été la première région où le couvre-feu a été annulé parce qu'on entendait à la radio que le Caplan s'était mis à rouler sur les plages de la Côte-Nord et le couvre-feu devait se terminer un lundi. Je me souviens plus exactement quelle date au mois de mai, mais nous, les gens, le vendredi soir, on avait entendu dire que le Caplan allait rouler sur les plages de Galix et ça a tellement fait un gros boom que la santé publique a fait des pieds et des mains pour que le couvre-feu soit annulé. Alors, tout le Québec a passé une fin de semaine de plus en couvre-feu que la Côte-Nord parce que les Nord-Côtiers seraient allés au Caplan, couvre-feu ou pas. Parce que le Caplan, c'est quand même plus fort que la COVID. Le Caplan est plus fort que la COVID et je pense que c'est ça. Il y a la mer nous coule dans les veines sur la Côte-Nord et on l'aime pour ce qu'elle est puis elle nous habite. Je pense vraiment que c'est ça. Puis il y a trop de particularités en fait pour qu'on soit capable de retrouver ce qu'on vit ici quand on sort de la Côte-Nord. C'est un mix qui n'existe pas ailleurs. C'est vraiment ça. Puis je pense que c'est un peu ce que les Nord-Côtiers qui quittent la Côte-Nord vivent puis expriment quand ils reviennent chez eux parce que on ne retrouve pas la Côte-Nord ailleurs que sur la Côte-Nord. Tu viens de Saguenay. Oui. Aujourd'hui, tu es directeur général de Tourisme Côte-Nord. Tu y vis. Visiblement, tu aimes ça, vu comment tu en parles depuis tout à l'heure. De ton avis à toi, est-ce qu'on peut prétendre avoir visité le Québec en ayant fait l'impasse sur la Côte-Nord? Oh non. C'est sorti vite. Oh non, mais j'ai même pas en rêve. Non, zéro. Puis je dis pas ça là, pour avoir des arguments mercantiles ou autre chose, mais c'est comme je te disais il y a quelques secondes à peine, c'est un mix qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai fait à peu près toutes les régions du Québec à de nombreuses reprises. Là. Je suis pas chauvin sur ma région, je vais quand même visiter les autres. Et il y a tellement, premièrement, c'est la superficie de la région qui fait qu'on peut passer 2 semaines sur la Côte-Nord et en avoir vu la moitié, en fait, seulement. Mais particulièrement pour des zones comme Fermont ou Shefferville, c'est le Grand Nord. Là où, par exemple, là, on est présentement le 30 août, ça se pourrait que dans 2 semaines, il neige à Fermont, puis que la neige colle, puis que ça reste là pour l'hiver. Là. Oui, alors ça, je sais pas si ça m'envoie du rêve. Mais pour quelqu'un qui aime la neige, justement, puis les activités nordiques, Fermont, c'est un paradis. Puis les Fermontois sont à leur meilleur l'hiver parce que c'est là où ils passent la majorité de leur année. Ah bah ça, donc, je me doute. Si effectivement ça commence le 15 septembre qui neige, elle s'enlève quand la neige? Au mois de juin? Ça arrive. On parle souvent comme plus au mois de mai, mais effectivement, ils passent la majorité de leur année sous la neige. Mais tu sais, pour revenir, tu sais, comme des régions comme la Basse-Côte-Nord, la section où il n'y a pas de route, ça existe. Ça existe nulle part ailleurs dans la province de Québec, des communautés qui sont encore complètement isolées, qui vivent essentiellement des activités reliées à la mer. On trouvera pas ça ailleurs parce que tous les gens ont été acculturés en quelque part par l'effet d'avoir une route et donc des facilités d'accès à gauche et à droite. Et, la voiture. Mais si on prend un endroit comme Harrington Harbour, qui est une petite communauté, je crois qu'il y a peut-être 200 personnes, mais c'est une île. Harrington Harbour. Personne n'a de voiture à Harrington Harbour. Entre les maisons, c'est des trottoirs de bois, puis les gens se promènent en VTT, en 4 roues. C'est ça le véhicule que tu as quand tu habites à Harrington. Fait que t'as pas ça ailleurs. Là. Puis je parle de ce village-là en particulier. Pour fin de visionnement, il y a un film québécois qui a été tourné à Harrington Harbour qui s'appelle La Grande Séduction. Donc, si vous voulez voir un peu de quoi ça a l'air,
c'est possible de le voir, mais c'est des choses comme ça qui sont... Il y a des bouts de la Côte-Nord qui sont impensables ailleurs. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on peut faire l'impasse sur la Côte-Nord. On n'a pas tout vu. Si on n'a pas vu ces coins-là, je parlais d'Anticosti tout à l'heure, il y a des choses qui sont... il faut les voir, en fait. Puis, tu sais, on a parlé de la mer, mais il y a le côté sous-marin aussi qui est absolument extraordinaire. On peut plonger sur la Côte-Nord, aller voir le phoque du Groenland. Il y a de la plongée en apnée avec les crabes, les oursins, les étoiles de mer, par exemple, dans l'archipel de Sept-Îles. Puis moi, comme Sept-Îlien, je sors du bureau, disons, à 4h30. À 5h moins quart, je suis sur le fleuve dans mon kayak. À 6h15, je suis autour de l'île Grande-Basque. À 7h30, je finis de plonger. Puis à 8h30, je suis chez nous. C'est donc, ça change un peu de la vie, de la vie urbaine. Effectivement, c'est pas pareil. Fait que c'est vraiment là, il y a des choses absolument extraordinaires. Puis évidemment, il y a tout un terroir dont on n'a pas parlé qui est pas unique à la Côte-Nord. On va parler de la Côte-Nord et du Labrador, par exemple, mais beaucoup par nos petits fruits, des petits fruits comme la chicoutée, la camarine noire, les érelles. C'est toutes des choses qu'on ne connaît pas nécessairement si on ne Je te visite pas. confirme. RL, ça je savais, mais Ouais. les deux autres trucs, excuse-moi, je peux pas dire un autre mot, les deux autres choses que tu as dit précédemment, je ne sais même pas du tout ce que c'est. Ben exactement, mais c'est justement, c'est des secrets qui sont tellement bien gardés que même certains Nord-Côtiers ne les connaissent pas. Les RL que les Nord-Côtiers, dans leur langue vernaculaire, appellent les graines rouges, c'est essentiellement, pour se donner une image, c'est de la canneberge sauvage. Ok. Ça pousse dans les tourbières. C'est beaucoup plus petit qu'une canneberge commerciale, mais essentiellement, c'est le même goût. Et là, dans 2 semaines, normalement, on devrait être bon pour commencer à en cueillir. Là, vers la mi-septembre, normalement, c'est la bonne date. La camarine noire, c'est un fruit qui va commencer à être qu'on peut ramasser au début du mois d'août. Et c'est à peu près la grosseur d'un bleuet, mais c'est un petit fruit noir qui pousse sur une plante qui est comme un conifère, mais au ras du sol. Et c'est un petit fruit à chair ferme, mais gorgé de jus. Quand on mange, là, l'image qu'on se fait tout le temps, c'est que ça fait un pop. On mange le fruit puis ça nous pop dans la bouche. C'est quelque chose qui est absolument succulent, mais qu'on trouve à peu près exclusivement sur la Côte-Nord. Et la fameuse chicoutée, qui c'est de l'inou, en fait, chicouteux, c'est fleur de feu. C'est un petit fruit orange qui ressemble, disons, vaguement à une mûre dans la forme, mais c'est un orange vif. C'est une plante qui pousse dans les tourbières et c'est à peu près la plus grande source de vitamine C qu'on peut trouver au niveau de la nature. D'ailleurs, c'est avec la chicoutée que les Inuits guérissaient les Européens du scorbut dans les premiers voyages, justement parce que c'est une si bonne source de vitamine C. Et ça, ce sont des choses qui poussent dans les tourbières de la Côte-Nord. Puis les tourbières, évidemment, ce sont des milieux qui sont extrêmement complexes. Et dans certains endroits, sur un terrain de 10 mètres par 10 mètres, si on y retourne à toutes les 2 ou 3 semaines, on va tout simplement aller au même endroit pour cueillir les fruits qui sont en train de pousser à ce moment-là. Donc, on va commencer, par exemple, avec la chicoutée début ou mi-juillet. Ensuite, les bleuets vont pousser au même endroit. La camarine noire va être au même endroit. Puis 3 semaines après la camarine, c'est les RL, mais tout ça dans le même endroit, entouré de thé du Labrador, de myrique baumier, de toutes sortes d'herbes qu'on peut trouver puis qu'on peut cuisiner sur la Côte-Nord. Bon, tu m'as bien vendu le truc. J'ai franchement bien envie d'y aller. Ceci dit, il y a quand même un petit truc qui me perturbe dans tout ce que tu nous as dit depuis le début de cette émission. J'ai juste un petit peu l'impression que pour visiter la Côte-Nord, il faut que je m'équipe d'un avion, d'un hélicoptère, d'un bateau, d'un kayak, d'un quad, ce que tu appelais un 4 roues, d'une bonne paire de chaussures. C'est pas un peu compliqué à organiser des vacances en Côte-Nord? Ben, en fait, je te dirais que l'idéal, c'est de ne pas essayer de visiter la Côte-Nord dans une seule vacance. C'est peut-être de se donner, de revenir Je crois sur comment il est deux ou malin. trois Il veut années. nous faire revenir tous les ans en plus, lui.
Ben, écoute, comme je disais tout à l'heure, on aime le monde. Donc, on, on veut vous voir souvent. Mais oui, je veux dire, évidemment, la région est tellement vaste que ça pose certains enjeux au niveau des déplacements. C'est inévitable. Mais bon, je veux dire, tout à l'heure, je parlais de Harrington Harbour et la Basse-Côte-Nord. Il existe un bateau qui s'appelle le Bella des Gagnés qui permet, dans le fond, sous forme de croisière, de faire tous les villages de la Basse-Côte-Nord sur l'équivalent d'à peu près une semaine. Par exemple, on part de cette île. De cette île, on va aller à Port-Meunier sur l'île d'Anticosti, ensuite Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska, et on continue comme ça jusqu'à Blanc-Sablon et on revient. Ça permet c'est des arrêts assez courts, mais ça donne quand même un bon aperçu de ce que peut être la Basse-Côte-Nord. Sinon, évidemment, là, on parle de quoi à peu près... ça doit être facilement une dizaine d'heures de route si on part de Tadoussac, se rendre jusqu'à Kegaska par la route. Donc, à moins que faire de la route soit l'objet du voyage, ce qui est respectable aussi. C'est pour ça que je conseille aux gens de peut-être plus se dire, on va faire sur 2 ou 3 périodes de vacances pour tout voir, parce que la Haute-Côte-Nord est peut-être le secteur de Manicouagan, donc Bécomo, Pointe-aux-Outardes, ce secteur-là. On peut facilement passer une semaine là et pas avoir le temps de faire le tour. Si on va un petit peu plus à l'est, le secteur, par exemple, de Pointe-des-Monts, où il y a un phare qui est absolument exceptionnel, et c'est un des hauts lieux là, de l'observation des baleines aussi à partir de la berge sur la Côte-Nord. Le secteur de la MRC de Cette-Rivière, Port-Cartier, Sept-Îles, pour fin historique, puisque j'ai écouté ton entrevue avec Éric Bédard, on saura que la Côte-Nord et les îles de la Côte-Nord, en fait, ont fait le travail pour défendre la colonie française encore mieux que le seigneur Montcalm, puisque, si je me rappelle bien, en 1711, donc 50 ans avant la conquête, la flotte de l'amiral Walker qui venait envahir Québec s'est échouée sur l'île aux Œufs, sur les récifs de l'île aux Œufs, qui est maintenant ce coin-là appelé Pointe aux Anglais. Et il y a 850 soldats en britannique qui se sont noyés. Donc, la Côte-Nord a défendu la colonie avant Montcalm. Merci, la Côte-Nord. Ça fait tout le secteur de cette île, la Mingani en particulier, c'est des vacances en soi si on veut visiter l'archipel de Mingan. Et si on fait ce que moi j'ai fait cette année pour mes vacances, c'est le Grand Nord. Donc, on part de Bécomo, on file vers le nord, on voit le barrage de Manic 5, Fermont, le réservoir Manicouagan, ensuite le Labrador, qui est absolument magnifique, pour finir à Blanc-Sablon, Vieux-Fort. On a visité, par exemple, une ferme où on cultive les pétoncles. Il y a toutes sortes de choses à voir là-bas. Moi, je pense que c'est 3 vacances minimum, à part celles que vous allez prendre exclusivement pour aller en Anticosti, évidemment. Évidemment, donc on en est déjà rendu à 4. Je vais peut-être en rajouter une petite quatrième. Il y a un truc qui me fait rêver depuis tout petit, et il est certain que je ne quitterai pas le Québec ou la proximité du Grand Nord sans y être passé, c'est les aurores boréales. Ah oui. Est-ce que je peux voir des aurores boréales en Côte-Nord? Si oui, Oh oui. où, quand et où est-ce que je réserve? On peut pas nécessairement réserver. Comme tu veux, tu me réserves les aurores boréales. Mais en fait, les aurores boréales, on peut en voir ici à cette île, en ville, carrément. Là. Fait que c'est des choses qui, plus on va vers l'est après ça et vers le nord, plus c'est facile. Mais pour les aurores boréales, moi, je dirais à ce moment-là, c'est le nord. C'est Fermont, c'est par exemple la station Wapishka, qui est entre Manic 5 et Fermont, où on peut aller, c'est une auberge en fait, on est sur le bord du réservoir Manicouagan, et là, on voit le ciel s'illuminer, c'est absolument incroyable. Mais Fermont, tous ces coins-là, parce qu'on est dans des latitudes vraiment, vraiment très, 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 très élevées. Les aurores boréales, en fait, sont très, très, très régulières. Si le ciel est dégagé, vous avez des bonnes chances de voir des aurores boréales dans ces coins-là. Et les levées de soleil et les couchers de soleil, de façon générale, sur la Côte-Nord sont absolument spectaculaires, en particulier sur le littoral, parce qu'on a des couleurs, les roses, les mauves en Mingani, dans les endroits comme Rivière-au-Tonnerre, c'est absolument incroyable, les couchers de soleil qu'on va voir là. Je me tanne pas, là. Ça fait des années que je suis là, puis je sors pour les voir. Ouais, ça doit être quelque chose, parce que moi, depuis que je suis arrivé au Québec, je me suis fait, et pas que moi d'ailleurs, toute la petite famille, on s'est souvent fait la remarque que
le ciel, les levées de soleil et les couchers de soleil sont quand même très très beaux, et on est que dans la région de Montréal. Et déjà, il y a vraiment, on a fait 2-3 photos qui sont quand même pas dégueu. Si tu précises que c'est encore plus beau dans la Côte-Nord avec des couleurs plus vives, ça doit quand même être quelque chose d'exceptionnel. C'est exceptionnel. Puis une chose aussi qui est digne de mention, c'est évidemment après le coucher de soleil vient la nuit. Sur la Côte-Nord, il y a des étoiles. C'est vraiment puis on n'a pas besoin d'aller nécessairement très loin au nord. On dit souvent un peu à la blague que quand on regarde le ciel sur la Côte-Nord, on comprend pourquoi la galaxie s'appelle la Voie lactée. On voit vraiment le lactose de la Voie lactée. Les ciels étoilés sont absolument exceptionnels, même au point où par des nuits où il n'y a pas nécessairement une très grosse lune, on peut quand même voir un peu dans la noirceur. Je vais très souvent camper, par exemple, en bord de mer, mais très loin de cette île pour être complètement isolé. Puis on a quand même une petite vision. Puis c'est encore des choses. Tout ce qu'on entend, c'est le son de la mer qui s'abat un peu sur la plage. Et puis là encore on sait jamais ce qu'on va vivre. La dernière fois que je l'ai fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un renard qui était assis à côté de moi. À côté de ma chaise. Il attendait probablement que je lui refile un peu de mon repas ou quelque chose comme ça. C'est des choses vraiment dans Disney. On s'imagine pas si on les vit pas, là. C'est incroyable. Ouais, ça donne vraiment envie d'y aller en fait. Si vous aussi vous avez envie d'y aller, il y a un site internet pour ça qui est très bien. C'est tourismecôtenord.com. Alors ça s'écrit www.tourismecôte-nord.com. De toute façon, je vous mets évidemment toutes les coordonnées et quelques points d'intérêt. On va mettre tout ça en commentaire du podcast. Bon. Paul, à cause de toi, je pense que je viens de régler à peu près mon problème vacances pour les 4 prochaines années. Voilà. Bon, ça va nous faire plaisir de t'accueillir. Puis pendant ces 4 années-là, on trouvera des prétextes pour que tu viennes 4 autres années. ouais, je suis pas sûr. À mon avis, au bout du 2e été, tu voudras plus que je revienne. Je te remercie énormément pour cette visite audio et qui était pourtant extrêmement imagée. J'en ai pris plein les yeux, plein la tête. J'ai des aurores boréales, j'ai des baleines dans les yeux, j'ai des crevettes géantes, j'ai des paysages à couper de souffle. C'était assez exceptionnel. Je te remercie énormément. Ça me fait plaisir. À bientôt, ciao. Bye. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu-frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu-frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu-frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir,
on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.